Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez fascinant. C'est un journal d'observation personnelle daté du 10 août 2025. L'auteur y détaille vraiment minute par minute les nuisances sonores, la nuit, venant de restaurants de son quartier. Oui, et ce n'est pas juste une liste de bruits, c'est plus que ça. Il raconte aussi ses contacts ou ses tentatives de contact avec les autorités, et puis ses réflexions sur la vie de quartier, les règles. Exactement. C'est presque un journal de bord en fait, très personnel. Notre but, ça va être de décortiquer un peu ses notes, pour comprendre la situation qu'il a vécue cette nuit-là, mais pas seulement. Hmm, On veut voir les dynamiques plus larges, les comportements qu'il décrit, les frustrations aussi, et les questions qu'il pose sur la réglementation locale. c'est une immersion, oui. Dans ce quotidien parfois tendu entre les habitants et les commerces la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est la précision des détails. Ça nous donne une perspective très subjective, certes, mais très concrète, sur cette coexistence difficile entre l'activité commerciale et le besoin de calme des résidents. Tout à fait. Et ça soulève des questions qu'on retrouve souvent. Euh, Est-ce que les règles sont claires? Est-ce qu'elles sont appliquées pour tout le monde? Pareil. Comment ça se passe entre les gens et l'administration? D'ailleurs, il fait une petite parenthèse là-dessus, non? Oui, il note un manque de réponse claire des autorités depuis 2022 sur pas mal de sujets. Sauf, dit-il avec ironie, sur les retraites où les réponses auraient même été incorrectes selon lui. Ça plante un décor, disons, de méfiance peut-être. De scepticisme en tout cas. Bon, alors, allons-y. Cette nuit du 10 août, le récit commence après minuit. L'auteur regarde ce qui se passe autour de lui. Il parle d'un voisin, un Anglais retraité, un habitué, qui a l'air d'apprécier sa soirée. Oui, Et puis, au fur et à mesure, il commence à catégoriser un peu les restaurateurs. Il y a ceux qui ferment à l'heure, on les imagine crever après leur journée. bah oui, la restauration c'est dur. Mais le journal il se concentre surtout sur les autres, les exceptions. Peu après minuit, voilà, un resto encore plein, fenêtre ouverte, il entend même du piano. Et c'est ça qui le dérange. C'est là que ça coince pour lui, oui. Il perçoit ça comme une sorte d'indifférence de certains commerçants vis-à-vis du voisinage, des règles. Et il précise que ce n'est pas nouveau selon ses notes, ça dure depuis longtemps. Absolument. Et le journal continue, entre 0026 et 1h01, il détaille. C'est pas juste un bruit de fond, c'est vraiment une activité qu'il vit comme une nuisance active. Il décrit les allées et venues, des scènes qui confirment son impression que ça déborde, quoi. Largement après l'heure. Et cette distinction qu'il fait, c'est assez classique, hein, ceux qui respectent, ceux qui dépassent un peu, mais discrètement peut-être, et puis ceux qui, selon lui, ignorent carrément les règles. Hmm. Ce qui ressort, c'est sa perception d'une zone grise. Il met le doigt sur un manque de clarté. Est-ce que ce sont les règles elles-mêmes? Ou alors un manque de volonté ou de moyens pour les faire appliquer partout pareil? Hmm. Il y a l'idée d'un certain laisser-faire, oui. C'est ça, un laisser-faire perçu. Et ça se voit aussi dans son récit de l'appel à la police. Il dit qu'il les a appelés. Il note pas l'heure exacte de l'appel, mais il dit que 3 agents sont arrivés à 1h14. Assez tard donc. Oui, et il explique lui-même ce délai qui lui semble long par le fait que la police devait être occupée ailleurs. Il y a une note comment dire, de fatalisme presque. Comme si c'était habituel. Et la suite est très parlante sur la perception de l'intervention. L'auteur suppose que les agents n'ont pas pu faire grand-chose, peut-être pas de base légale claire, ou pas de flagrant délit selon les critères. Il sait pas, en fait. Non, il suppose. Mais il note qu'ils sont restés un moment. Donc pour lui, ils ont forcément constaté le vacarme qui venait d'un endroit précis, le Fisherman's. Et le bruit, d'après lui, n'a pas baissé pendant qu'ils étaient là. Et c'est là que ça devient presque cocasse, si ce n'était pas si énervant pour lui. Juste après le départ de la police, qu'est-ce qu'il voit? Un client qui sort du resto et qui re-rentre aussitôt. Pour prévenir, visiblement. Ah oui, le coup classique. Et la réaction est immédiate. Hop, l'éclairage principal est coupé. Voilà. C'est exactement cette dynamique de chat et de la souris qu'on voit souvent. Le fait de baisser la lumière, ça suggère quand même qu'ils savent qu'ils sont peut-être limites, ou en tout cas qu'ils sont observés. Mhm. Donc la présence de la police a eu un effet, mais un effet ponctuel, peut-être superficiel. Et la question que l'auteur pose, sans le dire, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce que ça change quelque chose sur le long terme? La simple présence dissuade ou il faut autre chose? C'est ça. C'est pas tranché. Et le journal continue d'accumuler les détails des nuisances. Le bruit des portes qui claquent, ça, l'été, fenêtre ouverte pour avoir de l'air, c'est très pénible. Oui, ça résonne.
Il interprète ce va-et-vient tardif, peut-être le personnel de nettoyage, il sait pas trop. Mais c'est l'accumulation, quoi. Petits et grands désagréments. Il y a aussi cette remarque sur les cendriers devant le restaurant. Selon lui, ça montre que l'interdiction de fumer à l'intérieur n'est pas vraiment respectée, ce qui oblige les clients à sortir souvent. D'accord. Et ce sont tous ces détails mis bout à bout qui nourrissent son exaspération, son sentiment de déjà-vu, comme il écrit. Chaque petit truc confirme ses impressions passées. Et la nuit l'avance, 1h43. L'éclairage est réduit. Bon, ça pourrait être un signe de fermeture progressive, mais le bruit, lui, continue. Apparemment pas. Ce n'est qu'à 3h09 du matin qu'il note le départ d'un groupe particulièrement bruyant. Avec cette phrase très imagée, la résidence secondaire est abandonnée. Ah oui, c'est fort comme expression. Ça montre bien comment il ressent cette occupation de l'espace sonore. Tout à fait. Et pour essayer de faire comprendre l'intensité de ce bruit, il utilise des comparaisons assez extrêmes, presque hyperboliques. Il parle du stade à Paris pendant un match du PSG ou du stade de Collovray à Nyon pour le rugby. Carrément. Bon, évidemment, c'est subjectif. Le ressenti du bruit, c'est très personnel. Mais ces images fortes, ça sert à ça, à dire attention, ce n'est pas juste un fond sonore, c'est une invasion. Oui, je vois. La subjectivité de la perception du bruit, c'est souvent là que naissent les conflits d'ailleurs. Il note aussi l'impact sur les voisins directs. Ces nouveaux voisins, il les nomme Fernandez Souza. Il les voit regarder par la fenêtre, Et comment il le sait ? par le reflet dans les vitres d'en face. Ça montre à quel point il est attentif à tout ce qui se passe. C'est précis. Et il ajoute quelque chose d'autre qui donne une autre perspective. Il dit que ce sont ses 4e voisins depuis qu'il habite là. Ah oui? Oui. Il ne fait pas de lien direct, il ne tire pas de conclusion, mais la question est là, en filigrane. Est-ce que ce turnover, ces changements de voisins, c'est lié aux nuisances répétées ? C'est une bonne question. C'est un point important. Parce qu'au-delà du désagrément du moment, ce genre de perturbation, si c'est récurrent, ça peut vraiment jouer sur l'attractivité d'un quartier, sur la stabilité des habitants. Le calme, c'est précieux pour beaucoup de gens. Bien sûr. Et du coup, frustré par tout ça, il élargit sa réflexion. Il commence à se poser des questions sur la cohérence des règlements dans la ville. Il se demande pourquoi un autre bar à Nyon, le Cactus près de la gare, doit ranger sa terrasse dès 22h. Il admet que c'est pas la même situation, mais on sent qu'il cherche une logique, une forme d'équité. C'est très humain, cette recherche de cohérence. Quand on subit quelque chose, on essaye de comprendre pourquoi les règles sont comme ça et si elles sont justes. Son interrogation sur le cactus, même s'il voit les différences, c'est pour souligner ce qu'il perçoit comme une différence de traitement. Il continue avec une autre comparaison qui lui laisse perplexe, sur les coûts des permis. Il a entendu dire, et ça a l'air de le rendre sceptique, qu'une autorisation pour un restaurant, ça pourrait coûter 10 francs. Il imagine que c'est par heure. 10 francs de l'heure ? Ça paraît peu. Alors qu'il sait qu'un musicien de rue, lui, paye 20 CH par jour pour son autorisation. D'accord. Alors là, même si les bases sont différentes, horaire contre journalier, et qu'il a peut-être pas les bons chiffres, ce qui compte, c'est sa perception d'un déséquilibre. Exactement. Il se demande quelle valeur la ville accorde aux différentes activités. D'un côté, le commerce potentiellement bruyant la nuit, de l'autre, l'animation culturelle le jour. Est-ce que les priorités sont les bonnes ? C'est une critique indirecte, en fait. Une critique des choix de gestion de l'espace public. C'est ça. Il glisse aussi une rumeur, là, sur un achat immobilier par un certain Grégory Couster près d'un autre endroit, le Mont-Nonqueux. Le lien est pas clair. Non, c'est peut-être juste une info locale qu'il note comme ça. Ou alors ça rentre dans sa réflexion plus large sur qui fait quoi dans le quartier, les dynamiques commerciales. Difficile à dire. Il essaye de connecter les points, on dirait, de comprendre ce qui se joue autour de lui. Oui. Puis il revient au comportement des établissements qu'il observe. Il fait une distinction. Selon lui, le Fisherman's, celui dont on parlait tout à l'heure, respecterait les horaires. Mais il jouerait sur une interprétation flexible des règles intérieures-extérieures. Ah, le jeu sur les limites. Voilà. Alors qu'un autre, les rebelles, resterait ouvert bien plus tard, sans autorisation, d'après lui, et il dit avoir des photos du 7 août pour le prouver. Bon, on ne les a pas, ces photos. Mais cette distinction est intéressante. Ça montre qu'il ne met pas tout le monde dans le même sac. Il essaye d'être précis. D'un côté, le respect apparent, mais en flirtant avec la ligne. De l'autre, une transgression qu'il perçoit comme plus directe. Ça complexifie les choses, j'imagine. Comment prouver ? Sur quelle base intervenir ? Tout ça, ça l'amène à exprimer une lassitude, vraiment. Une exaspération qu'on sent monter. Il se décrit lui-même comme manifestement désœuvré, à force de passer des heures à regarder cette scène déplorable, comme il dit, sans que rien ne change.
Oui, on sent l'épuisement. Et le ton monte encore. Il lance un appel presque, désespéré. Il devrait tout simplement cesser. Et ça culmine avec un commentaire, oula, très sarcastique. Il vise quelqu'un sans le nommer. Il l'appelle ironiquement le vrai Père Teresa. C'est violent. Très caustique, oui. Ajoutons que, étant l'humaniste qu'il est, il ne fera jamais cela. C'est une façon d'exprimer son impuissance et son jugement très négatif sur le manque de considération qu'il ressent. Et c'est là que sa réflexion devient plus politique, plus générale. Il rappelle sa conviction profonde. En démocratie, les élus, les fonctionnaires, ils sont au service des gens, pas l'inverse. Et il suggère que si ce principe n'est pas respecté, eh ben on dérive vers autre chose, la monarchie, la dictature. C'est un saut important, oui. D'un problème de bruit dans sa rue, il en arrive à questionner les fondements du système. Là, il faut être clair, hein. On rapporte ce qui est écrit dans ce document personnel, on ne prend pas position sur le fond politique. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant à analyser, c'est de voir comment une frustration locale, qui dure, qui n'est pas résolue selon lui, peut amener un citoyen à remettre en cause les grands principes du fonctionnement démocratique tels qu'il le voit. C'est la politisation du quotidien en quelque sorte. Il termine cette partie de son journal avec des notes un peu plus étranges, non? Une référence à des oliviers achetés par Paléo et la ville de Nyon en citant un nom, Rossella. Oui. Et une autre encore moins claire sur un article du journal Blick sur des achats d'armes aux États-Unis. Le lien avec le bruit des restos, pas évident. Non, pas direct. Ce sont peut-être des pensées qui lui viennent comme ça, notées en marge. Ou alors, dans son esprit, ça fait partie d'une critique plus large. La gestion des priorités, les dépenses publiques. Peut-être. Les oliviers, ça pourrait être vu comme une dépense d'éco face au manque de moyens pour assurer la tranquillité, par exemple. C'est une hypothèse. Pour Blick, c'est plus obscur sans plus de contexte. Et il conclut que tout ça, toute cette nuit d'observation, toute cette frustration, par une phrase très courte. C'est la dose qui fait le poison. Oui, la fameuse citation de Paracels, appliquée ici de manière métaphorique évidemment. Ce qu'il veut dire, c'est que chaque incident isolé, bon, ce serait peut-être supportable, mais c'est l'accumulation, la répétition, la dose totale de nuisance qui rend la situation toxique, invivable pour lui. Et il suppose pour ses voisins aussi. C'est une façon très forte de résumer son ressenti. Tout à fait. Alors, si on essaye de synthétiser un peu cette exploration, on a vu cette description très détaillée, très incarnée de ce conflit classique, animation nocturne contre tranquillité. On a vu la complexité sur le terrain, les différents comportements, et cette perception d'une application des règles, floue ou insuffisante. Oui, ce document montre bien le décalage qui peut exister entre les textes, les règlements, et la réalité vécue. Il montre aussi comment des faits observés, les horaires, la lumière qui baisse, sont forcément interprétés à travers le filtre de la subjectivité, de la frustration. C'est un témoignage brut, finalement, sur les difficultés du vivre ensemble en ville et sur le sentiment d'impuissance qui peut parfois saisir un citoyen. Pour la personne qui a écrit ça, peut-être que notre discussion met ces observations en perspective. Ça replace son expérience, sa colère, son sentiment de ne pas être entendu dans un cadre plus large. Oui, celui des défis de la régulation de la vie nocturne, de l'application des règles, des relations complexes entre citoyens, commerçants, autorités. Ce sont des tensions qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits finalement. Exactement. Ces notes, même si elles parlent d'une nuit et d'une rue précise, elles font écho à des situations vécues ailleurs, entre différents usages de la ville, différentes attentes. Et pour finir, cette dernière phrase nous laisse avec une question, non? C'est la dose qui fait le poison. Oui. Où est la limite? C'est quoi la dose acceptable d'animation, de bruit, de dérangement? À partir de quand est-ce que le poison de la nuisance devient plus fort que les bienfaits de la vitalité urbaine? C'est toute la question de l'équilibre. Une question qui dépasse largement cette rue de Nyon et cette nuit d'août 2025. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse. Merci à vous.